Il est devenu pratiquement inutile de vous la présenter, la plateforme Netflix s'est implantée tellement rapidement et profondément dans notre société qu'il est presque impossible aujourd'hui de ne pas en avoir entendu parler au moins une fois. Alors je ne vais pas vous ressortir tout son historique, vous pouvez le trouver en tapant simplement Histoire Netflix sur Google, mais en revanche je vais essayer de vous faire prendre un petit peu de recul sur la place de Netflix dans l'industrie cinématographique. Kiss me, mama, kiss your boy, bless me well and lucky. For I won't be back till I return. I'm gone to old Kentucky. Cumberland Gap's devil of a gap. That's what the scouts all tell you. Alors j'ai eu envie de vous parler de ça parce que depuis un moment je me rends compte qu'il y a une sorte de fascination ou d'admiration pour ce qu'accomplit Netflix. Alors ce qui est à la fois justifié de temps en temps mais qui peut être également injustifié parce que comme toutes les grosses boîtes ultra populaires américaines, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Et Netflix a su se démarquer grâce à sa maîtrise du marketing digital via le teasing, Tadam! Padam! Comment ça, c'est pas compliqué? Tu te fous de les réseaux sociaux, le content marketing, ce qu'aucun acteur n'avait réussi à faire avant lui. Mais la stratégie de Netflix était pourtant simple, bien que novatrice. C'était parler aux masses comme aux individus, parce qu'à la fois ils avaient une communication ciblée sur certaines parties de la population, mais également une communication de masse pour la terre entière parfois. Puis ils passaient par des canaux de communication directs, notamment les réseaux sociaux, alors qu'avant la communication traditionnelle passait surtout par la presse. Et à la fin, le but c'était d'être ton meilleur pote, c'est-à-dire être là quand t'as besoin, te conseiller, passer des soirées avec toi. Et ça a très bien marché parce que Netflix est aujourd'hui la boîte la plus populaire chez les 18-34 ans. Parce qu'ils ont notamment su développer une identité via les Netflix Originals ou Tadam. Ainsi on ne peut pas nier que Netflix a eu un impact considérable sur le cinéma et notre façon de consommer les séries. Alors ce qu'a fait Netflix c'est évidemment incroyable. Du point de vue d'un marketeur. Aujourd'hui, tous les directeurs marketing ont envie d'être le nouveau Netflix et le grand Manitou de la communication digitale. Mais honnêtement, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas les bienfaits de la communication de Netflix pour Netflix, c'est les effets de la communication de Netflix sur nous, les spectateurs. Et là, il faut être nuancé. Quand on regarde le reste des marques les plus populaires chez les millennials, que retrouve-t-on? Instagram, Snapchat, Facebook, McDo, Airbnb, tous ces géants américains ultra populaires ont tous eu un impact sur le secteur d'activité dans lequel ils évoluaient. Et de la même manière que Facebook a eu un impact sur les relations humaines, les relations sociales, de la même manière que McDo a eu un impact sur notre rapport à la gastronomie, et Netflix, ils ont aussi un certain impact sur le cinéma et sur notre façon de consommer les produits cinématographiques. Alors attention, je vous vois venir. Abattez-le! Non, je ne dis pas que Netflix dénature le cinéma, tue le cinéma ou quoi que ce soit. C'est bien mieux comme ça. Au contraire, il y a souvent des bonnes choses chez Netflix, notamment récemment quand ils ont mis en ligne des films de David Lynch, de Charlie Chaplin. Ça, c'est très cool parce que ça fait partie d'un patrimoine cinématographique universel et ça permet au public de Netflix de les découvrir. Cause bien ce type-là. Et le fait est que, comme toutes les autres boîtes américaines avant eux, comme Disney, comme McDo, ils ont ils sont implantés vraiment dans l'esprit des gens. Alors je vais vous montrer comment Netflix a un peu dénaturé notre façon de regarder les séries. Un mot, enfin un double mot, ou plutôt un mot composé, binge-watching. Vous connaissez sans doute déjà ce mot parce que vous en avez sans doute déjà fait l'expérience. Concept que l'on pourrait traduire par visionnage en rafale ou que Google aime traduire par frénésie de regarder. C'est le fait de s'enchaîner des épisodes d'une série pendant des week-ends entiers dans son lit avec sa copine ou son copain, un plaid et un bon chocolat chaud. Ou bien avec vos parents ou avec votre pote ou assis sur une chaise, je sais pas moi. Alors cette pratique, si on pourrait trouver son avènement à l'ère du téléchargement, voire encore plus loin dans le temps, à l'ère de la cassette VHS, on ne peut pas nier que c'est pour autant depuis l'avènement de Netflix que la pratique s'est démocratisée. Alors le problème, c'est pas forcément le binge-watching en soi. C'est plutôt ce que ça amène à côté, et notamment d'autres modes de consommation de séries, tels que le speed-watching. Alors vous le connaissez peut-être déjà aussi, le speed-watching, c'est le fait de regarder une série en accéléré. Enfin, c'est même pas forcément une série, ça peut être un film ou n'importe quoi.
Enfin, en même temps, il n'y a pas beaucoup de choix entre un film et une série. Bon, une vidéo peut-être, comme la mienne. Alors ça veut dire regarder l'épisode de sa série en x1,1 ou x1,5 ou x2. Alors déjà de base, je comprends pas le principe. Comme on a pu le voir récemment sur TF1 qui a passé Harry Potter 4 en accéléré, les voix étaient un peu plus aiguës ou certaines scènes devenaient un petit peu bizarres. Donc bon, le speedwatching, a priori, à part pour regarder le plus de séries possible, je vois pas trop à quoi ça sert. C'est quoi son problème? Alors, c'est vrai que le nombre de séries qui sortent par an est invraisemblable et c'est absolument impossible de regarder toutes les séries qui sortent. Mais c'est également absurde de vouloir essayer de toutes les mater. Et on finit presque avec l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu une compétition. Il faut dire à son collègue à la pause midi « Dis donc, t'as vu cette série sur Netflix? Ouais, c'est trop bien, elle fait trop réfléchir sur la société. » Je vais vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? Enfin bref, une série télévisée, c'est pas un burger McDo qu'on mange comme ça pour combler sa faim pour les 30 prochaines minutes. C'est un vrai plat gastronomique à déguster. Bon, je sais que c'est difficile de résister à la tentation de regarder l'épisode suivant quand on vient de finir un épisode d'une série. Bon, à la limite, regardez l'épisode qui suit. Mais à un moment, posez-vous, pensez à ce que vous venez de regarder, réfléchissez, lisez des critiques, partagez avec les autres personnes qui regardent la série. Ça peut être très bien. Comme quand vous allez au cinéma, quoi. Mais tout cela, je vous le dis pas parce que c'est mon simple avis, mais parce que c'est également les scientifiques qui le disent. Dans une étude menée entre 2008 et 2014 par l'Université de Londres, les scientifiques ont démontré que les personnes qui passaient plus de 3 heures par jour à regarder une série ou un film, ou peu importe, qui était devant la télé, avaient des défaillances mémorielles beaucoup plus prononcées quelques années après. Et cela est dû au fait que l'activité que nous pratiquons devant notre télé, elle est plutôt passive, contrairement à un jeu vidéo par exemple où nous sommes plus actifs. On subit des changements de son et d'image à une vitesse élevée. Et ajouter à cela également le stress ressenti parfois devant un film ou une série, par exemple d'horreur, je sais pas. Donc il conviendrait de mieux équilibrer notre consommation de séries. Alors le binge-watching était au début réservé aux séries qui étaient déjà sorties, parce que pour rattraper les séries qui sont sorties il y a un moment, on peut avoir accès à la totalité de la série directement. Par exemple, si vous voulez rattraper Breaking Bad, c'était normal que tout soit disponible d'un seul coup sur Netflix. Le fait est que c'est devenu une vraie tendance aujourd'hui, que Netflix l'a bien compris, et que désormais ils sortent toutes leurs séries le même jour. Enfin, pas toutes les séries le même jour, mais tous les épisodes d'une saison le même jour. Ce qui empêche l'étalement du plaisir sur la longueur. Mais il y a une double technique derrière pour Netflix. S'ils sortent la saison entière d'un seul coup, ils peuvent passer à la communication d'une autre série, donc ils peuvent produire beaucoup plus à la chaîne, et à la fin ça donne l'illusion d'un vrai et gros catalogue. Et c'est également pour eux une stratégie pour que vous passiez plus de temps sur leur plateforme. Et ça a fini par avoir une incidence sur l'écriture des séries en elles-mêmes, puisqu'elles ont tendance désormais à devenir des films qui s'étendent sur 10 heures avec une intrigue principale, plutôt que des sous-intrigues un petit peu partout dans la série, comme le faisait Walking Dead par exemple, en proposant des épisodes entiers sur un personnage secondaire ou une intrigue secondaire. Et au final, tout ce à quoi ça aboutit, c'est un manque de patience généralisé du public qui préfère découvrir la suite de son épisode et ne plus regarder d'épisodes filler, ou qui peuvent alimenter un petit peu plus le mythe de la série, ou l'univers. Mais tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de découvrir la résolution du cliffhanger de l'épisode précédent. Mais au final, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est sans doute le chemin que parcourt le personnage tout au long de la série, plus qu'un point d'intrigue bien précis. Ce que tu dis n'a aucun sens. Petit fun fact qui pour moi montre encore l'impact de Netflix et de ce binge-watching, c'est le cas de The Irishman. Vous savez, c'est le film de mafieux de Martin Scorsese qui a fait parler de lui en novembre parce qu'il durait 3h30. 3h30 pour un film, c'est beaucoup. Mais quand on est habitué à regarder et à binge-watcher des séries pendant des heures et des heures, 3h30, au final, c'est plus grand chose. Pour autant, il y a quand même un journaliste qui a proposé, quand il est sorti, une façon de le regarder sous forme de mini-série. Bon, c'est drôle, mais honnêtement, c'est pas un peu abusé quand même? Ce qui est bien, c'est que de plus en plus de monde se rend compte de ça. Une chercheuse de l'école de commerce de Montpellier s'est rendue compte, en faisant une étude auprès des étudiants de son école, qu'un certain nombre d'entre eux préfèrent désormais contrôler leur rythme de visionnage, quitte à revenir parfois au rythme de visionnage télévisuel, c'est-à-dire de 1 ou 2 épisodes par semaine. Et c'est pour ça, je pense, que la série la plus populaire de la décennie qui a tant déchaîné les passions, à savoir Westworld. Non, hélas, c'est pas Westworld. J'aimerais bien, mais c'est pas Westworld.
à savoir Game of Thrones, a toujours été diffusé à un rythme télévisuel d'un épisode par semaine. Et par ce biais, l'effet d'événementialisation de la série demeure. Et ce n'est pas pour rien que HBO, qui est sans doute le temple de la série, le temple historique, continue de diffuser toutes ces séries au format un épisode par semaine, à quelques exceptions près. Alors le cas des spoilers et du binge-watching ont fait naître une sorte de hiérarchisation des séries. C'est ce qu'a découvert une chercheuse de l'université de Nîmes, c'est ça, du nom de Claire Cornillon, qui a montré que le speed et le binge-watching avaient fait naître dans l'inconscient collectif l'idée selon laquelle une série qui comporte moins d'épisodes et qui se prêterait plus au jeu du binge-watching serait désormais considérée comme une fiction de qualité. Et c'est dans la majorité des cas diffusée sur Netflix, alors qu'une série diffusée sur une chaîne de network est composée de 20 épisodes est souvent considérée comme une fiction commerciale. Un constat qui, je pense, est à la fois vrai et faux parce que sur Netflix, on a plutôt tendance à retrouver des séries de qualité moyenne et qui se prêtent plus au binge-watching, alors que les séries qui sont le plus souvent diffusées sur Canal, MyCanal et OCS, des séries qui viennent de la BBC ou de Studio Canal ou de FX ou de HBO, sont de qualité supérieure, je trouve. Et elles sont souvent diffusées à un rythme télévisuel. Alors qu'à la fin, les séries à petit budget qui sont diffusées sur TF1 et sur M6 sont des fictions commerciales d'une qualité assez relative. D'ailleurs, un chercheur de l'université de Grenoble du nom de Clément Combes, cette fois-ci, remet en cause le constat de Madame Cornillon. Et il pointe notamment le concept de communauté. C'est-à-dire que plus la série fédère, plus la série est populaire, plus sa communauté de fans grandit, plus l'importance de regarder ce programme de manière synchronisée avec le reste de la communauté est important. Et ça, le binge-watching ne le permet pas, puisque les rythmes sont selon chacun. Il y en a qui regardent 2 épisodes d'un coup, il y en a qui regardent 4, il y en a qui regardent la série entière. Et donc ça crée le problème du spoiler et le fait qu'on ne peut pas vivre l'expérience de manière synchronisée, comme le permet le rythme télévisuel par exemple. Et donc les communautés de fans ont besoin de partager leurs critiques, leurs ressentis, leurs avis. Cela a d'ailleurs fait naître un sentiment de culpabilité, voire de regret, chez des spectateurs qui ont pratiqué la consommation intensive de séries. Au final, le danger, je pense, c'est que les plateformes de SVOD avec Netflix en tête aient plutôt tendance à écouter le public plutôt que les créateurs. Et l'histoire a eu tendance à montrer que écouter le public, c'est pas forcément la meilleure des solutions.